Salut les amis, je suis à Mohamedia avec Nabila. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Maria Bichra, une personne magnifique à Casablanca. On a fait une vidéo pour parler de son expérience de mort imminente. Et Maria m'a proposé de rentrer en contact avec Nabila pour aussi vous partager son témoignage. Et je suis aujourd'hui chez toi. Bienvenue Stéphane. En fait, ça s'est vraiment fait naturellement et je devais pas venir à Mohamedia. Je t'ai dit que je venais et puis... Tu vois, comme quoi la vie nous réserve des choses, mais ouais. Oui. Tu pourrais te présenter à mes abonnés et à YouTube, qui tu es, d'où tu viens. Ok. Que fais-tu? Alors, je suis Nabila, je suis vivante. Je pense, c'est la meilleure présentation qu'on puisse faire. Donc, je suis une maman qui a plein de gratitude parce qu'elle a des enfants magnifiques. Je suis professeure et je me plais chaque jour quand je rencontre mes étudiants. Et je suis aussi coach, donc je travaille sur le développement de moi-même avant de pouvoir accompagner des personnes pour pouvoir vivre l'expérience de leur propre amélioration. Et je suis aussi une personne qui a une chance inouïe parce qu'elle a rencontré la mort un jour et elle a compris qu'il y a beaucoup de choses au-delà de ce que nous sommes en train de vivre. Donc j'ai découvert qu'il y a une vraie vie à part la vie que je vivais auparavant. Et voilà, et c'est pour cette raison que je suis avec toi Stéphane, effectivement pour parler de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors, mon expérience à moi, c'est j'étais enceinte de 3 mois, donc de mon deuxième, qui est vivant. Et je devrais m'arrêter juste pour retirer de l'argent du guichet automatique. Donc je suis sortie de ma voiture et en revenant, au moment où j'allais ouvrir le portail, une voiture en fait a heurté la portière arrière. Okay. Et donc la voiture a pivoté 180 degrés, donc j'étais éjectée et ma voiture m'est montée dessus. Oh. Donc je me suis retrouvée sous le véhicule. Et à ce moment-là, et bien sûr j'étais enceinte, donc il y avait ma fille aussi dans la voiture et ma sœur. Heureusement, ils avaient la ceinture de sécurité, mais moi, à ce moment-là, je me rappelle très bien que j'ai senti ma poitrine se serrer d'une manière comme si mon âme allait sortir. Et au moment où j'ai senti ça, ma vie s'est défilée devant mes yeux d'une manière impressionnante. Et après, je suis rentrée dans un gouffre. Et j'étais en train de m'enfoncer. Et je voyais comme une lumière qui m'attirait de loin et je ne voulais plus revenir. J'étais partie et ce malaise, en fait, cette poitrine qui se serrait, mais c'était tellement comme ça, je sentais que c'est bon. Il y a quelque chose qui allait se passer et puis voilà, tout allait s'arrêter. Dans un laps de temps assez court, on dirait, je ne sais même pas, est-ce que c'était 10 secondes, c'était 1 seconde, mais c'était une éternité. C'est-à-dire ce moment-là, c'était tellement important que je me rappelle jusqu'à ce jour-là. Et par la suite, je suis partie. Donc, je ne me rappelle de plus rien. Mais il y avait un déroulé de choses. C'était une vitesse extrême. Et par la suite, voilà, c'est comme s'il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus rien. Et il y avait un voyage dans le temps. Et je ne comprenais plus de quoi s'agit-il. Donc, voilà, je suis rentrée dans ce coma. Mais il y avait une voix, à un moment donné, qui me faisait sortir à chaque fois. C'était un monsieur que je ne connaissais pas, qui se penchait sur moi, qui me disait « Madame, restez avec moi, j'ai appelé la police ». Et par la suite, je me rappelle très bien de cette voix. En fait, c'est la seule voix qui se répétait. Et par la suite, je partais. Donc, après, bien sûr, j'étais transportée à l'hôpital. Et je ne me rappelais pas de ce qui s'est passé, mais vraiment du tout, parce que j'ai pas vu l'accident, j'ai pas vu venir quoi que ce soit. Et quand je me suis réveillée, donc beaucoup plus tard, quand je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais. Je croyais que j'étais dans un autre monde. Je croyais que le monde n'était pas ce monde-là, mais c'était une autre expérience. Et je ne m'imaginais pas avec les personnes que je connaissais. Mais à chaque fois que j'ouvrais les yeux, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'est beaucoup de lumière, beaucoup de bruit.
Donc il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, mais je me disais, est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est l'au-delà? Est-ce que c'est terminé? Et paraît-il, tout au long de cette période-là, j'étais en train de crier, d'appeler ma fille. Alors moi, je ne me rappelle pas du tout, mais je l'appelais, je criais, je disais où est-elle? Alors le lendemain, donc quand je me suis réveillée, je touchais mon ventre. Donc j'essayais de voir, est-ce que bébé est là? Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il était là, qu'il était bien vivant. Et une seule idée m'est venue en tête, c'est que si je suis vivante, c'est parce que je dois garder cet enfant en vie. Je ne suis plus là parce que je dois être là, je suis là parce que j'ai une mission, c'est de pouvoir mener cet enfant jusqu'à la vie. Et j'avais un sentiment impressionnant. Ce sentiment, c'était... Je n'avais plus de corps. J'étais toute fracturée de partout. Il y avait tout le côté gauche qui est une quadruple fracture, le bassin qui a bougé, le genou, bon, tout le côté gauche. Mais je ne sentais plus mon corps. La seule chose que je sentais une âme qui était très très allégée et qui était pleine de gratitude aussi. Et je n'étais pas du tout en colère. Je n'ai pas compris pourquoi je n'étais pas en colère, parce que je voyais les gens qui pleuraient, je voyais mon père qui pleurait, mais vraiment il pleurait parce que j'étais dans un état lamentable. Mais moi je disais, je suis vivante, je ne suis pas paralysée. Et puis... Pendant le coma, ça? Oui, c'est-à-dire pendant le coma, c'était une seule chose qui se répétait, c'était des sons et des voix, et je voyais, je pensais au bébé. Et par la suite, je voyais mon âme qui me disait, en fait, c'est mon âme ou bien une voix qui me disait, tu es en vie parce qu'il y a un bébé qui doit rester en vie. Reste là pour lui, Dieu veut qu'il soit ainsi. Ainsi, parce que au départ, cette deuxième grossesse, à un moment donné, je n'en voulais pas. Okay. Je suis rentrée j'étais en France, je venais de rentrer, ma fille encore était très petite. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais vraiment perturbée. Je me disais, mais c'est pas le moment et tout. Et quand je suis partie voir mon gynécologue, il m'a dit, écoute, je ne vais pas te prendre maintenant, va dans la salle d'attente. Il savait que dans la salle d'attente, il y avait des femmes qui faisaient la fécondation in vitro. J'ai entendu de ces histoires. Après, j'avais honte de moi-même. Je suis rentrée dans la salle, je lui ai dit, c'est bon, écoute, moi je veux faire un deuxième enfant, c'est sûr. Je disais que c'est juste, c'est pas le moment. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment. Là, la vie ne donne pas de rendez-vous. Il faut que tu apprécies ça. Et donc, déjà, ça a commencé comme ça. Donc, quand j'ai fait l'accident, donc je me disais, attention, peut-être je suis coupable de quelque chose. Peut-être c'est moi. Et donc, si Dieu m'a donné la vie, il est en train de me donner un seul message. Tu dois rester là pour lui, parce que moi, je veux qu'il soit là. Donc, toi, en fin de compte, tu n'as qu'une mission, une seule et unique. Cette mission, tu dois l'accomplir jusqu'au bout. Et tu n'as pas à te plaindre, parce que toi, tu es toute fracturée, mais lui n'est pas touché. C'est impressionnant, parce que vraiment, même la manière dont j'étais éjectée sur ce côté-là. Et donc, si jamais j'étais sur le dos, j'allais peut-être être paralysée, le bébé allait être perdu et tout. Mais tout est fait, tout a été orchestré d'une manière à me transmettre le message suivant. C'est comme si cette expérience, c'est comme si, attends, toi qui ne voulais pas de cet enfant, peut-être moi aussi, je peux te montrer ce que ça veut dire ne pas vouloir. Hein? Et que la vie est précieuse. Voilà. Pas vouloir d'un enfant. J'ai pas pensé faire ni arrêter la grossesse ni quoi que ce soit, mais j'avais juste ce sentiment de malaise, que c'est pas le bon moment, c'est cette idée qui revenait, c'est pas le moment. Alors je savais pas vraiment est-ce qu'il y a un moment ou pas. Et donc cette idée m'a accompagnée et en fait, et la seule chose qui revenait aussi, c'est que je suis enceinte. Je suis enceinte et par la suite, même pendant le coma, je criais, je disais ne me touchez pas, je suis enceinte. Alors tout ça, je ne me rappelle pas bien sûr de ça, parce que c'est comme si j'avais peur
en fait, que quelqu'un me fasse un faux mouvement ou quelque chose qui va altérer la vie du bébé. Donc après, bien sûr, j'ai perdu complètement connaissance, je me rappelle de plus rien. Donc c'est ce retour-là, c'est-à-dire quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai commencé à voir la lumière, c'est ça, j'ai senti une gratitude profonde. C'est comme si je suis devenue une autre personne du jour au lendemain. J'étais Nabila avant, mais après l'accident, c'est une autre chose. C'est pourquoi je suis là. Dieu me transmet un message, il me le donne d'une manière très claire. Bébé est là, et c'est lui mon héros, c'est lui mon sauveur. Je lui dois beaucoup de choses, et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai une relation assez particulière avec lui, et il le sait. C'est toi le héros de maman, c'est toi qui as maintenu maman en vie. Et autre chose, c'est que j'avais pas de colère parce que je disais que même celui qui a causé l'accident, même s'il a commis des erreurs et des fautes et tout, c'est tout simplement quelqu'un qui était là, c'est le catalyseur pour me montrer qu'il y a quelque chose qu'il faut que je commence à apprécier. Et là, une nouvelle histoire a commencé. C'est quelque chose de tout à fait... Tu vois la vie différemment. Mais je vis. Peut-être avant, je vivais pas, mais là, je vis. C'est là où j'ai commencé à réaliser combien c'est important d'être en vie, d'avoir des yeux, de bouger, d'avoir des bras, des jambes, de ne pas dépendre de quelqu'un, d'être capable encore de réfléchir et de sentir la vie au fond de lui-même. Parce que ce bébé, il se portait bien, il n'avait pas de problème. Et c'était un beau bébé, c'est-à-dire même après... Pendant en fait, la grossesse et tout, il se portait bien, il mangeait bien, il était bien. Moi, j'étais mal, mais lui, il était très bien. Et à chaque fois, ça me donnait du courage pour que je puisse avancer. À un moment donné, en France, les médecins m'ont dit, écoutez, madame, vous pouvez... Parce que par la suite, j'ai dû partir en France pour encore plus de soins et tout. Ouais. Et les médecins m'ont dit, mais écoutez, madame, vous pouvez choisir d'arrêter la grossesse pour vous soigner. J'ai senti comme si c'est la plus grosse erreur que je puisse faire dans ma vie. Automatiquement, j'ai dit non. Non, 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 non. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est là pour moi. C'est lui qui m'a redonné cette chance de rester en vie. Et voilà, donc c'était assez particulier. C'était toute la grossesse parce que l'accident et les 6 mois après, parce j'étais enceinte de 3 mois, les 6 mois après, c'était une histoire vécue comme ça. C'est comme si la vie grandissait au fond de moi, à l'intérieur, pour me rappeler à chaque fois, écoute, tu es en train aussi de vivre tes gestations. Parce qu'avec l'accouchement, tu vas encore renaître une autre personne que tu ne te connaissais pas auparavant. Et c'est là que ça a commencé. Et dis-moi, le moment de l'accident, souvent les expérienceurs, ils se voient hors de leur corps et ils voient toute la scène. Oui. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose ou... Moi, je me suis vue en train de... C'est comme si je m'envolais. C'est comme s'il y avait mon corps qui se fonçait, en fait, comme ça. Mais moi, c'est comme si j'étais là, en train de regarder, et il y avait mon corps qui partait. Mais moi, je regardais. Et c'est comme si, au fond de moi, je savais que... C'était pas la fin. En fait, c'est comme si j'avais une profonde croyance que... C'est juste une expérience. C'était tellement... Je ne sais pas comment expliquer, mais je me rappelle de ce moment-là. Je me rappelle, j'étais éjectée. Là, je suis tombée en fait, sur ce côté-là. La voiture, mais en fait, il y avait la roue de la voiture de ce côté-là. Donc, c'est là où j'étais serrée. Et quand j'ai fait... Donc, j'ai senti comme si ma poitrine se serrait et l'âme allait sortir. Mais là, j'ai vu, c'est comme un gouffre comme ça, mais vraiment en spirale. Et ça part. Mon corps qui part. C'est comme si je regardais. Je regardais. Et puis il y avait la lumière, mais la lumière était tellement intéressante, c'est-à-dire à un moment donné je voulais y aller parce que c'était stimulant. Et puis je voyais encore des choses et c'est un déroulé incroyable. Mais effectivement il y avait mon corps qui se disloquait. En fait c'est comme s'il y avait 2 entités différentes. Il y avait moi et moi, c'est plus physique. Il y avait moi, il y avait moi. Et donc je me voyais faire des choses, je me voyais me débarrasser de quelque chose, peut-être je me débarrassais de tout ce qui était négatif dans la vie. Et pas de peur? J'avais pas peur. Okay. J'avais pas peur, c'est comme si j'étais consciente de tout. Mais comme j'ai dit, c'est comme si j'avais une conviction que tout va bien. Ouais. Tout va bien. C'est-à-dire, moi je suis là.
tout va bien, la vie est là, je sais pas. Ça continue. Ouais. De toute façon, peut-être ça allait continuer dans tous les sens, ici ou là-bas, mais moi je voyais que c'est bon. C'est comme si c'est le physique qui part et puis voilà. Est-ce que tu connaissais ça avant, que c'était possible, qu'il y avait des... Absolument pas. D'ailleurs, quand je regardais les films, en fait, j'ai beaucoup vu en fait des histoires et tout de le gouffre, la lumière et tout. Je croyais que c'est un truc de film. C'est des films, c'est des histoires, c'est imaginaire. C'est bien pour la fiction, mais j'ai jamais imaginé qu'il y avait ça. Mais moi, c'était comme une spirale. C'est une vitesse lumière, vraiment une vitesse impressionnante. Et c'est impressionnant, mais j'ai vu beaucoup de choses de ma vie. J'ai vu un déroulé. C'est impressionnant. Et tu peux revenir sur le dialogue que tu as eu avec Dieu ou avec... Il y a eu une communication? La communication, c'est que le bébé... Alors automatiquement, j'ai dit, le bébé, je dois rester en vie pour lui. Il faut que je reste en vie pour lui. Parce que je suis enceinte, je n'ai pas le droit de partir. Et cette voix qui me faisait sortir, le monsieur qui m'a dit rester avec moi, c'est comme si au moment réellement où je me suis dit la lumière est intéressante, le monsieur me disait ouvrez les yeux, restez avec moi. Et puis je fermais les yeux, j'entends encore madame, ouvrez les yeux, restez avec moi. Et puis je fermais encore les yeux. Et c'est comme si je me disais dans ma tête, mais pourquoi il me dérange? Je suis à la recherche de quelque chose, cette chose m'attire. C'est comme le papillon qui est attiré par la lumière et tu la suis. Et puis jusqu'au moment où c'est bon, la seule chose qui passait dans ma tête, c'est que bébé doit rester en vie. J'ai pas le droit de le lâcher. En fin de compte, je savais plus est-ce que c'était lui qui devrait me lâcher ou c'est moi qui devrais le lâcher. Mais il y avait, c'est comme si je m'accrochais à lui, je disais non, j'ai pas le droit. Et d'ailleurs, même beaucoup plus tard après, quand on a commencé à me parler de l'opération et tout, j'ai résisté à beaucoup de choses parce qu'après je dis non. Si c'est pas mauvais pour bébé, je peux le faire, sinon je le ferai pas. Et parce que j'ai senti que c'est pas arbitraire. Il y avait quelque chose de très important parce que dès le départ, dès le début de cette grossesse, c'est comme s'il y avait des signaux. Attention, ce que tu as au fond de toi, c'est la meilleure vie qui puisse exister. Ce bébé, c'est un bébé du monde, doit vivre, doit continuer à vivre. C'est quelqu'un qui a son histoire avant de venir au monde. C'est impressionnant. Et puis voilà, je me disais... Et il a quel âge maintenant? 6 ans. Okay. Et c'est un personnage. Quand je dis c'est un personnage, vraiment c'est un personnage. Il est spécial. Il est assez spécial. Et paraît-il, j'ai rencontré une personne aussi qui avait vécu une expérience de mort imminente après son accouchement et tout. Et elle m'a dit aussi que son enfant est assez spécial. C'est-à-dire parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été vécues avec l'enfant. Je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à cette expérience aussi que l'enfant reçoit des choses. Bien sûr, on lui transmet beaucoup de choses. Parce que quand il est venu au monde, dès qu'il est sorti du ventre, la première chose qui m'a attrapé mon doigt, il n'a pas lâché pendant 24 heures. Et ça, j'ai dit, c'est la plus belle connexion que j'ai pu sentir, j'ai pu avoir. Oui, c'est impressionnant. Et quand tu es sortie du coma, est-ce que tu t'es rappelé de tout d'un coup ou ça a mis du temps avant de revenir? Non, revenir? Je me suis rappelé de rien. En fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais je disais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident, mais je me regardais, je dis, mais où? Mais pourquoi mes vêtements étaient sales? Mais pourquoi? Je ne comprenais plus. Est-ce que j'étais dans la voiture, à l'extérieur de la voiture? Je ne comprenais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est après, on a commencé à me raconter, non, il y avait, voilà ce qui s'est passé. Mais moi, je me suis rappelée de rien. De rien. Et d'ailleurs, il y avait une autre personne qui était touchée dans l'accident, que je ne connaissais pas. Et j'entendais dans le couloir quelqu'un qui disait, oui, le criminel, il a failli tuer tout le monde et tout. Et je me disais, mais c'est qui? Je ne connais pas cette personne. C'est comme si j'étais dans un autre monde avec des personnes que je ne connaissais pas du tout, parce que déjà à l'hôpital, des visages qu'on ne connaît pas. Donc, non, ça a mis du temps. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas du tout de ce qui s'est passé. Je n'ai rien vu. J'ai rien vu. La seule chose dont je me rappelle, c'est un bruit. Je me rappelle, il y avait un bruit de frein. Je me suis juste retournée, et puis voilà, c'est parti après. Parce qu'il a perdu le contrôle,
Il est parti vers la gauche et par la suite, il a heurté ma voiture de derrière et puis voilà, il a pivoté 180. Et combien de temps après, tu as réalisé que tu as fait une expérience de mort imminente? Beaucoup de temps après, je n'ai pas du tout compris que c'est une expérience de mort imminente. Alors après, un jour, j'étais chez un médecin, dans une salle d'attente, et je tombe par hasard sur une vidéo de Maria Bishra. Et donc, une vidéo, Maria parlait de ça. Et c'est là, c'est bon, j'avais toutes les émotions du monde, et j'ai dit, attends, c'est ce que j'ai vécu. J'avais vécu ça. Et ce qui était très curieux, c'est qu'à ce moment-là, j'avais écrit un très long message à Maria. Mais vraiment, j'ai beaucoup écrit. Mais le message n'est pas parti. Je n'ai pas compris pourquoi. Il n'est pas parti, donc je me dit, bon, zut, je ne vais pas écrire tout ça. Bon, après, je rentrais en contact avec elle. Mais c'est là où j'ai commencé à chercher un peu sur Internet. J'ai commencé à regarder des vidéos de personnes qui ont vécu cette expérience. Et après, il y a 2 ans de cela, Maria avait publié... Bon, par contre, je suis devenue amie avec elle sur Facebook. En même temps, j'avais commencé ma formation de coaching parce que j'avais besoin d'aller à la rencontre de moi-même. Donc, je ne l'avais pas fait pour que je devienne coach, j'avais fait vraiment pour moi. Donc, j'ai dit, je vais m'offrir un cadeau. Je vais essayer d'aller à la rencontre de mon enfant intérieur parce que j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses, d'améliorer beaucoup de choses. Et là, Maria avait posté sur Facebook voilà, qu'elle était en phase de rédaction de son livre sur son expérience de mort imminente. Et là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, Maria, écoute, voilà. Elle m'a dit, il faut qu'on se voie. Et là, on a fait une très belle rencontre et on a parlé et c'était la première fois que je parlais de ça. C'est la toute première fois et maintenant je parle avec beaucoup moins d'émotion, mais la première fois c'était pas du tout évident d'en parler. Et puis voilà, j'avais compris beaucoup de choses, donc on avait partagé pas mal de choses et puis voilà. Donc j'ai commencé à comprendre pourquoi je sens toujours que j'ai une mission. C'est impressionnant. C'est-à-dire les gens, en général, voilà, ils sont là dans la vie, ils vivent, et puis voilà, je travaille dodo, boulot, métro. Ouais. Et donc, on rentre à la maison. Mais moi, j'ai toujours l'impression que j'ai des choses à faire. Je dois faire des choses. Et même quand j'ai commencé mon expérience de coaching, pour moi, c'était... je devrais propager le positif autour de moi. Je devrais partager... sans conseiller les gens, mais je partage avec eux qu'on peut être positif, qu'on peut apprécier la vie, qu'on peut se réveiller chaque jour et dire combien est-ce précieux de vivre. Un cadeau. Combien est-ce précieux de respirer, de regarder le monde et de dire que c'est magnifique. Parce que la chose la plus importante à faire dans ce monde, c'est juste de vivre. Rien d'autre. Il n'y a plus rien qui... D'être soi-même. Voilà, d'être soi-même. Ouais. De faire ce qu'on a envie de faire, de s'éloigner des conflits, de s'éloigner de tout... Parce qu'il y a beaucoup de superflu. Parce qu'en fin de compte, quand ça arrive et quand on part, on ramène avec nous rien. Parce que mon expérience m'a fait comprendre aussi qu'en 30 secondes, tout peut s'arrêter. Ouais. Et ce qui était impressionnant, c'est que ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré le matin. J'avais beaucoup pleuré, je ne comprenais pas pourquoi. Donc je me suis réveillée, j'avais mon cœur qui se serrait. Et je vous raconte quelque chose c'est drôle. Je suis partie pour faire... J'avais un examen avec mes étudiants. Je suis partie à la fac pour faire des photocopies. Et la secrétaire m'a dit, mais madame, la photocopieuse est en panne. J'ai commencé à pleurer. Jamais de ma vie, moi. Pourquoi pleurer? Je commence à pleurer. Après, bon, on m'a dit, ouais. Je me suis dit, bon, c'est les hormones, je suis enceinte, on pleure pour rien. Mais j'ai pleuré parce que la photocopieuse, j'ai jamais compris pourquoi. Mais ce jour-là, c'était... Ça se préparait. Mais ça se préparait. Je sentais qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Et en plus de ça, même pour la banque, c'était pas ma banque. Parce que... Et ma soeur qui me disait, mais écoute, tu veux pas aller... Je dis, écoute, je veux pas faire le détour pour aller là-bas, je vais me mettre là. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes, c'est le quartier, un quartier qui craint un peu. Il y avait des jeunes qui étaient là, mais vraiment une quinzaine de personnes. Elle me disait, écoute, mais ils vont te voler, mais t'es folle et tout, tu t'arrêtes là. Je dis, bon, c'est pas grave, là, je suis là à l'avenue principale et tout, c'est pas grave. J'ai retiré l'argent en arrivant avec
c'est parti. Et d'ailleurs, c'était ces jeunes-là qui m'ont, je crois, sauvé aussi la vie, Ouais. parce qu'ils ont débarrassé la voiture au moment, c'est-à-dire avant que les pompiers n'arrivent. Et heureusement, par miracle aussi, les pompiers étaient là 5 minutes après, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de retard. C'est comme un film. C'est vraiment un film, parce que c'était pas ma banque, je ne devrais pas être là, Ouais. je ne devrais pas sortir, c'était une journée bizarre. Il y avait les copies des étudiants dans la voiture. Donc, il y avait beaucoup de choses. En fin de compte, je disais, mais il n'y a rien qui vaut. Mais et si on ne passe pas un examen? Et si on ne le réussit pas? Mais on peut même mourir. Il n'y a pas plus grave que ça. Il n'y a pas plus grave que partir comme ça sans... Parce que c'est impressionnant. C'était une journée particulière, cette journée. Je me rappelle très bien de tous les détails. Tout allait de travers, cette journée. C'était pas... Il y avait quelque chose qui ne va pas dès le départ. Mais bon. Et si tu es d'accord, on pourrait faire une deuxième vidéo pour parler d'autres sujets. Oui. Là, est-ce que tu aurais un autre message à transmettre sur les expériences ou peut-être le lien entre le Maroc et des expérienceurs? C'est un sujet qui n'est pas souvent abordé. Oui, le sujet n'est pas abordé parce que peut-être déjà les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que l'expérience de mort imminente. Ouais. Parce que ça c'est la zone noire, c'est une zone où personne inconnue. C'est-à-dire moi je peux pas connaître, l'autre ne peut pas. En fait, l'autre non plus. Donc personne ne peut m'informer là-dessus. Et donc quand on arrive pour dire à une personne voilà ce que j'ai vécu, on nous regarde parce que comment ça, on peut pas revenir en fait de la mort, on peut pas faire un voyage aller-retour. De toute façon, si on fait le voyage, c'est sans retour. Mais je pense c'est pas totalement le voyage, mais c'est le bout du voyage. C'est comme si à mi-chemin, on est entre deux mondes. Je pense qu'on est entre... Nous sommes là, il y a l'autre côté du miroir, et nous sommes vraiment au milieu. On voit l'autre bout et on sait que l'autre bout, elle est là. Donc, vraiment, dans une fraction de seconde, on peut partir de l'autre côté, mais on était choisi pour voir ça. On était choisi pour comprendre jusqu'à quel point on est aimé de Dieu. Moi, je sens que je suis quelqu'un qui est aimé de Dieu, et je sens cet amour. Et je pense que c'est cet amour aussi que je prends beaucoup de... C'est pas la peine, mais beaucoup de plaisir à transmettre. Je le transmets aux personnes qui m'entourent, je le transmets sans vouloir de contrepartie, sans attendre quoi que ce soit, parce que je dis, eux, ils savent pas. Moi, je sais. Moi, je sais que c'est beaucoup plus profond que ces mécontentements de la vie de tous les jours. Et au Maroc, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes de ça. Et c'est-à-dire si on va le voir aussi d'un côté religieux, que les gens, c'est-à-dire ils croient à, bien sûr que si on meurt, donc l'enfer ou le paradis. Voilà, c'est l'enfer ou le paradis. Mais je pense que l'enfer ou le paradis, c'est de l'autre côté encore du miroir. C'est-à-dire quand on va traverser carrément. Mais là, je pense que c'est juste un message pour nous donner la chance de vivre une deuxième vie. Pour, pas une deuxième vie, mais une vraie vie. Une vraie vie, parce que celle qu'on ne connaissait pas, celle qu'on n'a jamais découvert auparavant. Je pense qu'il faut en parler pour que les gens, pour que toutes les personnes qui ont vécu des expériences pareilles peuvent se reconnaître. Ouais. Et la seule chose qui ressort de tout ça, c'est l'amour et la gratitude. Il faut vraiment passer sa vie à être en connexion spirituelle. Connexion spirituelle avec la divinité, avec le monde, avec la nature. Nous sommes infiniment petits, mais infiniment grands aussi, par rapport aux gens qui nous entourent et par rapport à nous-mêmes. Et je crois que c'est très important de pouvoir rentrer dans un processus d'amour inconditionnel, que ce soit pour soi, que ce soit pour les autres, que ce soit pour le monde. Que cette vie, peut-être elle est difficile à vivre, mais elle est impressionnante. Dis-moi comment on peut te contacter. Alors, il y a ma page Nabila Benoud Coach, donc, où j'écris donc, mes délires, ce qui me passe par la tête, des choses que je partage avec les gens. Et puis, il y a aussi sur Facebook, on peut me contacter. Donc, sinon, il y a nabilabenoud@gmail.com par mail. C'est avec plaisir, je peux vous donner tous ces éléments-là. C'est avec plaisir. Ok, je te remercie d'avoir joué le jeu. Merci Stéphane. Et de partager ce message. Merci de me permettre aussi de parler de ça, c'est émouvant. Même si des fois on a du mal à mettre des mots sur des choses,
Mais ce qui est sûr et certain, c'est beau, c'est beau. Et il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Ouais. Je crois que j'ai pas encore pu découvrir plein de choses. Mais ce qui est sûr, moi je peux te dire juste pour finir que c'est la chenille en fait qui est devenue papillon. Et de là à là, il y avait une période. Je pense que j'ai vécu une période de gestation de 2 ans. Et après, mon entourage, les gens qui me connaissent, ils ont bien compris que voilà, la transformation était là. Il y avait réellement une transformation. Et je suis pleine de gratitude à Dieu pour cette expérience. Et à mon fils aussi. Il y a Jadot qui est... Tu vas avoir encore des surprises, je pense, avec lui. Ah oui. C'est le téméraire par excellence, lui. Ok, merci beaucoup. Merci. À bientôt.